Pour nous, la création de contenu, c'est existentiel. On pense divertissement avant de penser commercial. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. Aujourd'hui à mes côtés, je reçois William Montagu. Salut William, comment tu vas ? C'est la grande forme, et toi ? Bah ça va plutôt bien, je suis ravi de t'avoir avec nous. Nouveau studio pour J'ai un pote, nouveau studio pour Charbon Podcast. Je suis très content de t'avoir avec nous. On s'est déjà croisés plusieurs fois. Tu vas nous raconter l'histoire Boku, tu vas nous raconter un peu l'aventure entrepreneuriale. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous donner un petit CV, le fameux CV de l'invité où tu nous dis voilà qui je suis, d'où je viens, est-ce que je suis parisien de base, pas du tout, peut-être des études aussi, voilà. Concrètement, tu es qui, William ? Bah, comme tu viens de le dire, je suis parisien. Je viens d'avoir 25 ans avant-hier, donc tout jeune. Bonne année. Merci, quel plaisir. Moi, à la base, je suis designer. Je suis un designer produit, passionné de design, de création. Je suis un profil créatif, quoi. Pas du tout business à la base. Et je me suis dirigé avec le temps, justement, vers du marketing. Parce que je trouvais que créer pour créer, c'était bien, mais on pouvait faire mieux que ça en termes de création de valeur. Après ça, je suis parti sur la création de web, site web, entre autres. Et très tôt, moi, j'ai eu dans ma vie l'idée et l'ambition de pouvoir monter des projets. Et quand tu sais créer un objet, le marketer et le mettre sur un site, alors là, t'as tout gagné. Et le Covid m'a aidé à monter tout ce que tu connais aujourd'hui de Boku. Et j'en suis très, très fier. Boku, s'il faut le pitcher, ça raconte quoi ? Boku, c'est la start-up du bien-être aux toilettes en France. C'est la start-up la plus branchée qui va te parler d'hygiène directement. C'est la start-up que tu vas retenir. Et pour être plus spécifique, on vend des toilettes japonaises à la française. Et concrètement, il s'agit du bidet Boku. Et c'est un produit qui te permet de transformer tes toilettes classiques en toilettes japonaises en 10 minutes, sans travaux, et surtout pour 10 fois moins cher comparé à des vraies toilettes japonaises classiques, quoi. Ça vient d'où cette idée ? Parce que tu me dis toilette japonaise, est-ce que c'est quelque chose qui toi te parle culturellement ? T'aimes beaucoup le Japon ou pas spécialement ? Ou l'Italie aussi, cette historique du bidet, est-ce que ça croisait ça ? D'où vient l'idée ? Alors moi je suis italien, mes grands-parents ils ont des bidets naturellement. Et je savais pas, je vous mens pas, je savais pas qu'il était italien, c'est une vraie question. C'est bien fait. Et j'adore le Japon, j'adore la Chine, j'adore l'Asie, même si je n'y avais jusqu'à plus ou moins récemment jamais mis les pieds à cause du Covid justement. Et l'idée me vient pas de mon appétence pour les produits high-tech du Japon, mais l'idée m'est venue parce que un jour j'ai plus de PQ à cause des pénuries de papier toilette pendant le Covid. Et si tu veux, bah là quand t'as plus de PQ dans tes chiottes et que t'as envie d'y aller, bah tu te dis que t'es vraiment dans la merde, littéralement, tu vois. Et on faisait aussi les courses de papier toilette pour mes grands-parents et eux ils avaient un bidet, donc ils avaient cette chance. Nous c'était pas notre cas, appartement parisien, t'as très rarement la place d'avoir un bidet et t'as pas forcément envie d'en avoir un, ça prend de la place pour rien. Et je me suis du coup vite rendu compte qu'entre le bidet des grands-parents et les toilettes japonaises haut de gamme de ouf qui coûtent une blinde mais qui sont efficaces mais ça coûte une blinde, faut les installer, bah t'avais pas d'entre-deux existant qui était satisfaisant. Alors quand je dis satisfaisant, t'as les douchettes qui existent, mais à prendre en main c'est pas dingue, c'est pas très hygiénique non plus, ça passe vraiment de main en main pour le coup. Et derrière ça en termes de design, t'as une douche dans tes chiottes. Ouais. Donc c'est moyen. Et je me suis rendu compte que là, il y avait un marché qui était mal et qui était pas adressé et qu'il fallait faire quelque chose. Donc il y a une histoire quand même assez singulière par rapport à ça et c'est hyper intéressant, surtout qu'en France c'est un modèle qui culturellement qui est pas hyper imposé, mais le bidet, mes grands-parents aussi avaient la fameuse salle de bain avec bidet qui s'est un peu perdue, je trouve. Ouais. Aujourd'hui, comment ça se développe ? Est-ce que tu sens une traction ? Avec qui tu travailles ? Qui sont tes clients ? Comment tu te positionnes entre le moment où tu as lancé et aujourd'hui ? Tu vas nous parler. Qu'est-ce qui se passait entre-temps ? Comment t'es ? Alors, il s'est passé pas mal de choses. Il faut savoir que Boku, c'est une entreprise qui existe depuis moins de 2 ans, genre 1 an et 10 mois. Donc, c'est tout jeune. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 utilisateurs. Donc, on a eu une croissance très, très forte. Et dès le début, j'ai commencé à sentir de l'attraction. Dès la première étude de marché que j'ai pu faire, dès les premiers sondages, les premiers testings, il y avait un effet wow qui était assez insane. C'est pour la simple et bonne raison que tu as un produit avec une valeur perçue qui est considérable si on compare du Boku à des toilettes japonaises qui coûtent 10 fois plus cher pour les mêmes bénéfices. Donc quand tu arrives à trouver un product market fit aussi bon, en général, ça se passe plutôt bien après. Et pour continuer là-dessus, aujourd'hui, on a un petit peu étendu notre gamme. Donc, tu as le bidet Boku, le best-seller. Le problème avec ce best-seller, c'est que quand tu l'as chez toi, tu t'en passes plus. Et du coup, on a sorti la version portable, qui est le Boku Mini. Parce que tu n'oses plus aller aux toilettes, en fait, au bureau, dans de la famille, en vacances ou ailleurs. Et on a même sorti également des petites serviettes en bambou pour ceux qui voudraient totalement supprimer l'utilisation de papier toilette, puisque nous, on se bat pas. On veut pas anéantir le PQ. Par contre, on va en réduire drastiquement son utilisation. Dans moyenne, 80% d'ailleurs. Il te reste toujours 20% pour te sécher et t'assurer que tu laisses rien derrière toi. Et on communique de la sorte. Et c'est aussi ce qui fait notre force, c'est qu'on ose
parler de tous ces sujets-là, qui peuvent parfois être un petit peu tabous. Pour ça, on utilise beaucoup l'humour, on en reparlera après. Et on a pour vocation de s'agrandir, parce que là, on reste une start-up, hein, on est qu'en France. Alors, tout le monde semble nous connaître parce qu'on a des super pubs, etc. Mais on s'agrandit et on a pour vocation d'inonder ensuite là, donc la France, puis l'Europe tout entière, parce qu'il y a un vrai besoin et que tous les humains du monde qui vont aux toilettes sont confrontés aux mêmes soucis. Et ça leur parle. Au-delà de ça, la mécanique de création et le déclic, il a été comment ça s'est passé? Parce qu'au-delà d'aimer les belles choses et du coup les belles créas, on voit le logo, etc. On sent que c'est travaillé aussi. C'est quoi le moment où tu dis tiens, il faut que je craque, il faut que je lance ça, il faut que je lance un bidet? Parce que tu m'as raconté un peu l'historique, l'inspiration, mais entre l'inspiration, la culture que tu as et le moment où tu dis je vais faire des bidets. Il s'est passé quelque chose quand même. Surtout avec un parcours de créa. A priori, on te voyait plus en agence de pub, non? Bah, on me voyait en studio de design surtout, tu vois. Bah, c'est moi en tant que designer, si tu veux, quand on voit un problème, on imagine instantanément la solution hardware, technique. C'est comme ça, c'est un réflexe. Et du coup, ça c'est déjà beaucoup. Alors moi, donc dès que je me suis confronté à mon rouleau de PQ tout vide, j'ai commencé à sourcer donc des typologies de toilettes japonaises en Asie. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire, il y a quelque chose qui était encore une fois un marché qui était mal adressé. Mais maintenant, il s'agit de lancer l'entreprise avec sur le marché français et ce genre-là de produits. Parce qu'entre ne plus avoir de PQ, ce qui nous est tous arrivé, on n'a pas tous lancé une boîte. Non, mais on n'a pas tous plus de PQ pendant enfin, je veux dire, moi j'ai eu le Covid qui m'a donné aussi du temps pour faire mes armes, parce que moi je suis sorti d'études avec tout ce savoir-faire et le Covid est tombé, genre 2 mois après. Donc là, t'as qu'une chose à faire, c'est bosser, c'est tester des choses. Et j'avais eu le droit au chômage pendant toutes ces périodes-là, donc c'est parfait, ça a financé en partie beaucoup d'ailleurs, et ça m'a permis d'avancer de la sorte. Et très vite, quand on a une idée, on en parle autour de soi. Et je pense que j'aurais pas eu de bon retour, je me serais même pas dirigé vers un lancement d'entreprise, parce que ça fait pas tout à fait sens. Maintenant, ce qui m'a poussé à le faire, c'est aussi que ma prise de risque elle est minime. Si tu veux, Covid, tu vis chez tes parents, t'as le chômage, qu'est-ce que t'as à perdre? Des heures que tu perds déjà de chez toi parce que tu peux pas bouger, tu peux rien faire, t'as pas de boulot, donc je me suis dit ok, c'est le moment de saisir ma chance, de saisir l'opportunité de tenter quelque chose et d'avoir aucun regret. Et donc c'est pour ça que j'ai monté Boku, parce que aussi c'est une boîte qui me fait absolument vibrer. Et je sais pas si ta question tendait vers pourquoi est-ce que Boku de la sorte avec de l'humour et tout ça. Je sais pas si tu voulais un petit peu parler de ça maintenant. Ça peut être effectivement le bout de la question sur l'angle, donc la mécanique de création. Tu viens de répondre, mais aussi pourquoi ce positionnement-là aussi, sachant qu'on peut peut-être dans un premier temps se dire c'est plus un élément luxe, tu vois, un peu haut de gamme, un peu premium, qui est très ciblé. Et au final, tu joues sur totalement autre chose. Pourquoi ce choix au final? On joue sur l'accessibilité. Notre but, c'est de rendre le meilleur de l'hygiène le plus accessible possible à tous les Français possibles et au-delà. Donc la première chose à faire quand tu montes une boîte, si tu fais pas les choses trop n'importe comment, c'est de faire une étude de marché. Et l'étude de marché te donne plein d'infos. Et j'ai très vite rencontré un mur. Et le mur, c'était le mur de la gênance. Puisque quand tu parles d'hygiène intime avec des gens que tu connais pas forcément, en fait, les gens, ils sont pas à l'aise de parler de ça. Et donc là, je me suis heurté à un vrai mur, je me suis dit, mince. Pourtant, quand je monte le produit à quelqu'un, il dit, écoute, c'est génial, effectivement, ça peut être cool. Mais quand je pose des questions pour avoir des infos, ça fonctionne pas. Et je me dis, ok. Mais pour le peu d'infos que j'avais, c'était top. Je me suis dit, donc, ce qui me manque, c'est de réussir à engager la discussion et à engager le dialogue. Et c'est là où l'humour rentre en jeu. Avec l'humour, on écarte la gênance. Et là, on peut entamer un dialogue avec des personnes, avec des humains qui vont t'écouter et qui vont te répondre. Et c'est à ça que nous sert l'humour. Et c'est pour ça que Boku s'appelle Boku et s'appelle pas VC japonais, expert, etc., tu vois. Et donc, c'est dès lors, je me suis rendu compte que personne voulait répondre à mes sondages parce que tout le monde était gêné de parler de caca. Là, je me suis dit, ok, on va mettre de l'humour. Et j'ai fait le même sondage, tu vois, avec de l'humour à tout va. Et là, les gens répondaient, ils adoraient ça, ils allaient jusqu'au bout. Et c'est ce qui a drivé et ce qui drive encore aujourd'hui la direction artistique de la boîte. C'est, on fait de l'humour pour parler de sujets intimes, parce que les Français sont coincés du cul, littéralement, et parce que ça nous permet aussi d'être une marque top of mind, dans le sens où chaque touchpoint qu'on va avoir avec un potentiel client, il va être incroyable. Que ce soit sur le logo, sur le site, dans les ads, dans le copywriting, chaque touchpoint est hilarant, et c'est ce qui fait qu'on nous retient plus que n'importe quelle autre marque. Ça, il fait qu'il y a aujourd'hui aucune boîte française de WC japonais qui soit sexy, désirable et connue. Ouais, donc l'humour qui te sert à désamorcer concrètement ce moment un peu de gêne où on parle d'un truc un peu perso. Ouais, mais en même temps, t'as un besoin, donc faut que mon produit Exactement. En fait, l'humour, ça me permet de dédramatiser, d'éduquer et de décomplexer les utilisateurs autour de l'usage de produits valants, de produits lavants aux toilettes. Et c'est un angle, et c'est un positionnement de com. Un autre positionnement que vous avez et qui aujourd'hui tu en témoignes, c'est l'incarnation. Tu incarnes beaucoup la boîte, tu prends beaucoup la parole et je pense que ça fait partie aussi de la strate de montrer l'humain qu'il y a derrière ce qui se passe.
Récemment, tu es passé sur Quotidien, la fameuse émission de Yann Barthès qu'on ne présente plus. Tu peux nous parler un peu de l'expérience? Ça s'est passé comment? J'imagine que là, t'es beaucoup plus chill, j'imagine, à notre micro, parce qu'il n'y a pas de public. Hein. Ça s'est passé comment? C'était très impressionnant. Quand une émission de télé aussi grosse te contacte, en plus sur Insta, ils m'ont envoyé un DM, donc hors du temps, tu vois, de base, j'y croyais vraiment pas. Tu te dis, waouh, faire un projet depuis sa chambre sur Internet, c'est beau. Mais quand un média télévisé français, la télé française, qui a une très très forte puissance qu'aujourd'hui on sous-estime largement, te contacte, ça te fait quelque chose. Émotionnellement, humainement, ça te fait quelque chose. Et donc j'étais absolument enthousiaste à l'idée de participer à une telle émission. Très très stressé aussi. Je vais pas te mentir que j'ai eu 3 semaines de bon cacamou, quoi. Et de là, tout s'enchaîne très vite. Le quotidien, c'est une très belle émission. T'as 4-5 minutes pour passer, donc t'es invité, hein. Tu payes pas pour passer, dans ce cadre-là, en l'occurrence. Donc on t'invite. Tu parles de ton entreprise, tu parles de ta boîte. Tout se passe en une demi-seconde dans ta tête. Et c'est absolument génial. T'as 15 caméras qui sont braquées sur toi. Et derrière ça, les retombées sont plutôt insane aussi. Encore une fois, on sous-estime largement le fait de passer à la télé. Et alors, t'as quand même une vraie différence entre un passage à la télé sponsorisé, où tu vas essayer de pusher ta marque commercialement 100% du temps, et un passage authentique où on t'invite. Voilà, juste parce que t'as créé un truc sympa et on va parler de toi pendant 4-5 minutes et là en général ça passe beaucoup plus d'accord d'ailleurs aux viewers et aux téléspectateurs. C'est bien plus pertinent. C'est de l'édito, c'est beaucoup plus sincère aussi et je regarde un peu les perfs que tu as mis par rapport à ton passage et les retombées sur LinkedIn, tu l'as mis, j'ai vu plus de 1000 commandes en 45 minutes, 2000 nouveaux mails tickets en 45 minutes, une rupture de stock après les 45 minutes. Ça peut pas être plus éloquent que ça. Non, c'était dingue. Et ça, c'était que pendant 45 minutes. En vérité, on a bien plus récupéré en notoriété sur les mois et l'année à suivre, j'ai envie de dire. Donc, et quand t'es passé à la télé, c'est assez dingue. Et tu peux mettre le vu à la télé, mais pas une pub. Exactement, un vrai, sans avoir payé. Et ça, c'est assez ouf. Et c'est là où incarner sa marque, c'est d'autant plus important. Parce que les gens me voient partout dans les pubs et maintenant ils me voient à la télé. Et en fait, quand on parle de Boku, on parle pas de Boku. On parle du mec de Boku. Tu connais le mec de Boku, mais tu sais le mec qui fait Boku. Et ça, c'est fort. T'incarnes la marque, tu personnalises ton produit et ton identité. Et ça, c'est quelque chose que trop peu de personnes font à mon sens. Alors, il y a plein de marques qui fonctionnent très bien sans le personal branding. Mais quand t'es une start-up qu'il faut que tu communiques sur un sujet humain, comme la santé, comme l'hygiène intime, pour moi, incarner sa marque, c'est un must. Et ça peut être que du plus. Quel conseil tu peux donner à ceux qui sont dans cette posture-là, de CEO ou de fondateur de leur boîte, qui doivent incarner leur projet? Parce que j'ai l'impression que tu me dis si je me trompe, mais que c'est quand même assez inné, en tout cas que tu es assez à l'aise, donc peut-être que tu as fait un gros boulot, du coup, qui se voit pas parce que tu es à l'aise à l'oral, mais est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui, effectivement, ont leur boîte et qui n'ont pas encore passé le pas, qui ont conscience que le personal branding et l'incarnation de ces projets peut être un vrai levier market d'acquisition et de noto, mais qui soit n'osent pas, soit ne savent pas? Qu'est-ce que tu leur dirais de faire? Alors, il y a deux choses différentes déjà. Il y a ceux qui savent qu'il faut le faire et qui le font pas. Ceux-là, on peut pas leur dire grand-chose parce qu'ils le feront jamais. Ouais, mais peut-être qu'il y a des choses pour les débunker, pour les aider à y aller. Parce que peut-être que les bons marketeurs savent qu'ils doivent le faire, mais peut-être qu'il y a un truc au fond d'eux qui fait que je sais que je dois le faire, mais je le fais pas. Moi, dans mon cas, c'est un petit peu différent dans le sens où j'ai très vite saisi que c'était ma meilleure chance de faire péter Boku. C'est de me mettre en avant dans toutes les positions possibles. Donc, tu as une partie de ton âme, pas que tu abandonnes, mais que tu dévoues à ta entreprise comme pas possible. Sur la partie derrière, elle est là dans les culs des Français, elle est avec nous partout. Dans la pièce. Et en fait, monter une boîte, ça te prend déjà beaucoup de temps dans ta life. Mais alors te mettre en avant de ta boîte, c'est un vrai challenge et ça peut être aussi parfois un sacrifice. Donc faut vraiment être hyper aligné avec soi-même, avec ses équipes pour dire ok, on va utiliser et abuser de mon image à 100% puisque une pub qui met en avant un humain qui incarne son projet convertira toujours mieux qu'une pub qui met en avant un produit tout court. Voilà, c'est comme ça. Voir de manière régulière la même personne sur des ads va bien me convertir que si t'as 1001 personnes qui font 1001 ads. En fait, tu te souviens pas, quoi. Là, si je te parle de Tesla, t'as la tête d'Elon Musk qui apparaît. Si je te demande de me parler de Toyota, t'as difficilement une tête en tête. C'est clair. Et ça joue beaucoup. Maintenant, c'est un challenge. Moi, j'ai toujours été à l'aise à l'oral, à l'aise en public. Donc, c'est venu assez naturellement. Alors, pas au point de me mettre dans des positions pas possibles devant la caméra, mais ça, c'est des choses que tu fais parce que tu dois les faire. Moi, je conseillerais de se média trainer. C'est con, mais c'est comme tout, quand tu sais pas le faire, il faut l'apprendre. Donc, il faut se former. Et le média training, ça permet d'être à l'aise, d'éviter de dire aussi pas mal de conneries et simplement d'exploiter au maximum ton potentiel de com. Et en te formant, tu peux faire beaucoup de choses. Peu que tes équipes et tes équipes créa te drivent bien parce que c'est dur d'être à la fois fondateur, bon marketeur,
commercial et bon en créa et bon pour faire des vidéos et bon pour communiquer. C'est pas évident. Donc, si toi, t'arrives à te former juste ce qu'il faut pour être à l'aise devant la caméra, tes équipes s'occupent des scripts, de la stratégie créa et donc ensuite t'exécutes. Et tu te prends, 3 heures toutes les semaines et tu fais 5-6 vidéos et t'enchaînes. Mais les résultats, pour tous ceux qui ont pu le tester, les résultats sont assez dingues. Quand t'incarnes ta marque, il se passe des choses assez ouf. On s'en parlait un petit peu en off, mais la stratégie de Boku réside beaucoup dans la création de contenu et l'animation autour de la brand et le storytelling. Vous avez créé votre studio de prod en interne pour créer tous vos contenus destinés aux ads et au trafic pour l'acquisition. Dans quelle mesure la création de contenu, peut-être pour ceux qui nous écoutent plus largement, dans quelle mesure la création de contenu pour une brand, une jeune brand, une jeune startup, dans quelle mesure cette création de contenu peut accélérer la croissance et peut vraiment faire scaler sur une mise en place de process avec des ads, une efficacité concrète. Comment vous avez fonctionné, comment vous amenez là-dessus? Ouais. Il y a un état des lieux plutôt logique qu'on peut faire, c'est que la majorité des startups, des DNVB qui existent aujourd'hui et qui se lancent, font de l'acquisition principalement sur Meta, sur Facebook et Instagram. Et Meta adore les vidéos. Donc il faut capitaliser sur ce qui te permet d'accélérer. Et ce qui te permet d'accélérer, c'est les vidéos pour Meta. Donc il faut en faire ça, il faut en faire beaucoup. Et également les vidéos pour TikTok. La création de contenu, pour une marque, c'est le meilleur moyen de se faire connaître. Surtout en organique. Tu crées une vidéo, si elle est bien faite, tu peux toucher des millions, littéralement de personnes. Il y a plein de stratégies, je te dis bien faites, parce que bien faite pour Facebook et Instagram, c'est pas la même chose que bien faite pour TikTok. Mais c'est important qu'on prenne le temps, du coup. C'est-à-dire quoi? C'est une écriture différente par plateforme, c'est un message. Est-ce que c'est les fameuses 3 ou 2 secondes? Ouais, alors là, il y a beaucoup de sujets là-dessus, effectivement. Une vidéo bien faite, elle peut se répartir en plusieurs sections. Sans parler de hook spécialement, il faut savoir de quoi on parle et à qui on parle. Et pas essayer de parler à tout le monde en même temps. On peut pas parler de la même chose en haut d'un funnel, donc en premier contact avec un client potentiel, qu'en bas de funnel, quand il est à deux doigts d'acheter. Donc, il faut se renseigner sur les baselines, en fait, de la création de contenu, et pas se dire, ah, tiens, je vais me lancer sur TikTok, tiens, je vais faire une vidéo un peu random. Alors, ça peut fonctionner, voilà. Des fois, t'as des trends qui pètent comme ça. Mais de manière générale, si tu mets pas un process derrière ta création de contenu, tu crées du contenu dans le vent. Et ça fonctionne pas. Et t'es pas rentable et ça sert à rien. Et tu te dis, oui, mais je comprends pas, je me suis mis sur TikTok, mais ça fonctionne pas. Oui, mais si t'as pas de strat derrière, ça fonctionnera jamais. Donc, il faut encore une fois se former. Moi, je suis partisan il faut dépenser de l'argent à un certain moment si tu veux te former, si tu veux que ta boîte devienne quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, pour nous, la création de contenu, tout comme pour beaucoup de startups, c'est existentiel. C'est là où les clients vont commencer à te connaître. C'est-à-dire que les emails, les collaborations, ta présence en magasin, c'est une chose. Mais quand tu passes 2-3 minutes avec un viewers online parce qu'il regarde ta vidéo, parce qu'elle est divertissante, là, il y a un lien qui se crée. Et c'est aujourd'hui le meilleur moyen qu'on a trouvé pour parler avec les gens, parler avec la communauté. Nous, une stratégie un petit peu différente d'autres entreprises, c'est qu'on pense divertissement. On pense divertissement avant de penser commercial, surtout en top of funnel, donc au premier contact avec nos potentiels clients. Comme je te le disais précédemment, on veut que chaque contact soit exceptionnel. On veut que les gens se marrent. Moi qui suis créatif, les pubs chiantes, elles me font chier, donc je les regarde pas. Par contre, une boîte qui met des moyens pour écrire carrément un sketch, une vidéo que je vais regarder pendant 3-4 minutes, là, je vais la regarder. Et là, tu as un engagement oufissime qui se crée quand quelqu'un regarde une vidéo de 5 minutes pour ta marque. C'est assez dingue ce qui se passe. Et souvent, les startups, alors elles pensent rentabilité, elles pensent business, elles se disent, OK, toutes les vidéos, on va les axer conversion parce qu'on va vendre absolument. On va placer les 15 arguments qu'on veut dans une vidéo, on va la mettre partout. Ça fonctionne pas comme ça. Et c'est tout comme pour la télé. Voilà, si c'est trop poussé commercial, ça ne fonctionne pas. Conversion sur quoi? Convertir qui? Parce que si tu cherches à convertir des mecs alors qu'ils savent pas que tu existes, tu peux leur tendre le formulaire pour signer, pour payer, ils savent pas ce qu'ils vont acheter. Donc, c'est ça de vendre une carotte si tu sais pas ce que tu vas manger derrière. Enfin, souvent on veut vendre directement, des bénéfices, des fonctions, mais il faut vendre une aventure. Et c'est là où incarner sa marque joue également, c'est que, tout comme Respire, par exemple, on vend du Respire, on vend du Boku, mais on vend une aventure entrepreneuriale. Et c'est aussi pour ça que moi, je me suis lancé d'ailleurs via Ulule, on en parlera après, parce qu'on vend plus qu'un produit, on vend un projet. On vend une aventure humaine. On vend des prescripteurs du postérieur. On vend quelque chose qui n'a jamais été fait. Et alors encore une fois, ça dépend du produit et des boîtes, mais pour nous, la vidéo, c'est existentiel. Non, mais c'est intéressant de se dire, et on avait déjà discuté avec des gens de chez Swile, mais plutôt en B2B, même s'il faut un peu de B2B2C aussi, sur le côté, en fait, raconte l'histoire et pas uniquement ton produit. Parce qu'au final, ton produit, oui, c'est un bidet. Oui, ton produit, c'est une carte de ticket resto. Ou ton produit, c'est un porte-clés. C'est clair qu'il répond à un besoin concret, mais comme tu l'expliques très bien, raconte ton histoire pour transformer ton produit plutôt et ton entreprise en marque qui propose quelque chose. Et j'aime bien ton idée d'aventurier du bidet. C'est ça aussi. Et je pense que c'est ça
qu'il faut créer et c'est ça que les gens attendent et ils vont adhérer à ça. Beaucoup plus que, comme tu le disais, ton discours commercial de vente. Ouais, très bien. Non, si je sais pas qu'il y a un mec qui incarne la brain, que je vois pas passer une pub, qu'elle est trop lisse, ça, il va rien se passer. Ouais. Donc, je trouve que le quota, il est hyper pertinent et c'est bien qu'on prenne le temps d'en reparler aussi et qu'on soit pas dans quelque chose de consensuel, de dire, ouais, il faut faire de la vidéo sur Facebook. Oui. Très bien, ça fait depuis 2010 qu'on le sait. Ouais. Maintenant, effectivement, comme tu l'as bien expliqué, où est-ce qu'on va? Le process, l'écriture et l'incarnation. Ouais, totalement. Tu m'as parlé d'Ulule, tu peux rebondir là-dessus. Ouais. L'aventure Ulule, comment ça s'est passé? C'était insane. C'était dingue. C'est-à-dire que il faut savoir que j'ai bossé pendant un bout de temps tout seul. 9 mois. 9 mois pour monter Boku habile. Pour monter Boku dans ma chambre. Et alors Ulule, pas au même titre que du Kickstarter ou autre, c'est vraiment une plateforme qui fédère des potentiels clients et des acheteurs comme aucune autre ne sait le faire. Et les clients qui achètent ta boîte, enfin ta marque, ton produit sur Ulule, ils se battent pour toi corps et âme pendant des années. Et ça, c'est assez dingue. Et moi, ça m'a permis de dérisquer le business très tôt. Parce que concrètement, j'ai mis toute ma thune dans un prototype. Le reste, c'est moi qui ai tout exécuté. Donc, du site, au créa, au marketing, au copywriting. Ça m'a permis de lancer Boku à moindre coût. Et donc, de là, avec un prototype, j'ai lancé les préventes. Et en fait, t'as pas, du coup, à acheter 1001 stocks et espérer le vendre après. Tu réfléchis dans l'autre sens. Et en réfléchissant dans l'autre sens, il se crée un truc hyper intéressant. C'est que tu finances ton entreprise par, on va dire, le peuple, par des humains qui vont croire en un projet, donc une boîte qui n'existe même pas encore. Ils ne vont peut-être même pas être livrés. Et ça, c'est ta meilleure proof of market, tu vois. C'est le meilleur moyen de te rendre compte si ton produit va fonctionner ou pas quand des gens l'achètent alors qu'il n'existe pas, que c'est un truc qu'on n'a jamais vu. C'est très, très fort. Et c'est un énorme green flag. Donc, nous, on a eu le projet le plus financé, la catégorie santé bien-être sur Ulule à notre époque. Et on a fait 350 000 € en un mois. On a prévendu 4000 produits. C'est parti de dingo, quoi. Et surtout, grâce au fait que nos vidéos étaient virales. Elles parlaient directement aux gens. Elles étaient humoristiques. Et on a eu un côté très clivant où on abordait les sujets comme personne n'a su le faire avant, ou n'a pu le faire, ou n'a voulu le faire avant. Parce que voilà, j'ai pas eu froid aux yeux, j'avais encore une fois rien à perdre. Et ensuite, quand t'es numéro 1 d'Ulule dans ta catégorie, ça te permet derrière, en termes de crédibilité aussi, de faire pas mal de choses. Là, t'as les médias qui viennent à toi. Et là, les clients se disent, OK, donc c'est un produit financé par des gens comme moi. OK, j'ai confiance. Et je vais reparler un petit peu de l'aventure entrepreneuriale. Les gens qui achètent sur Ulule, ils n'achètent pas un produit, ils achètent une aventure. Ils achètent un jeune de 21 à 22 ans qui monte une boîte depuis chez lui, qui fait une vidéo dans un appart, qui a un produit, un t-shirt et qui est juste hyper heureux d'être content de monter son projet et de le montrer à la terre entière. Tu vois ? Et c'est ça ce que les gens achètent. Ils se disent, OK, je contribue à monter une boîte, à aider un jeune qui sort d'études à un designer pour monter son entreprise. Et ça, c'est hyper fort. Et finalement, le produit, qu'il le reçoive ou non, c'est pas ça ce qui s'achète. Et c'est, pour revenir un peu sur le marketing, quand on achète un produit, ou quand on est happé par une publicité, c'est parce que le produit ou la pub nous parle profondément, fait remonter une frustration ou une envie en nous très profonde, soit d'entreprendre, soit de plaire à quelqu'un, soit de X ou Y. Et en fait, c'est Ulule, si tu veux, ça parle à tous les gens qui ont peut-être voulu monter une entreprise et qui n'ont jamais réussi à le faire. Ou à tous ceux qui ont eu un fils et qui l'ont déjà aidé pendant ses études et qui veulent aider un autre jeune, continuer à accompagner. C'est ça, exactement. Tu vois, tu as une sorte de côté un peu parental, un peu coach, un peu mentor, qui est très très fort sur Ulule. Tu as aussi l'image que tu te renvoies à toi-même aussi, qui est peut-être un peu plus égocentrique, mais te dire, voilà, j'ai participé, moi je suis peut-être pas investisseur, je suis pas business angel, mais je file 2-3 billets à chaque fois que je vois un projet cool et je me sens bien. Exactement. Et c'est à contre-courant de la sur et grosse consommation qu'on peut avoir aujourd'hui. Et ça, c'est assez dingue. Et même pour moi, un acheteur sur Ulule, quand j'en croise un dans la rue aujourd'hui, mais j'en suis ému parce que c'est des mecs qui ont cru en moi avant tout le monde. C'est des mecs qui ont cru en moi avant tous mes potes, avant tout mon entourage, quoi, tu vois. Donc c'est assez dingue. Aujourd'hui, l'aventure entrepreneuriale de Boku, elle est belle, elle est hyper stimulante dans ce que tu nous racontes. On sent beaucoup de passion. Est-ce que tu peux nous dire le côté le plus dark, ce que tu aimes le moins faire aujourd'hui dans ton job, dans tes jobs? Parce que comme tu as dit, il y a la vidéo, il y a l'incarnation, il y a la strat, il y a le commercial. Donc ce qui te plaît le moins et d'un autre côté, ce qui te plaît le plus, sur l'aspect qui te fait le plus kiffer. Ce qui me plaît le moins, c'est de passer du temps sur des choses dans lesquelles je ne suis pas le meilleur. Style l'administratif, l'opérationnel. En fait, ce qui se passe quand tu as une boîte qui est en hyper croissance, puisque c'est notre cas, c'est que tu te retrouves vite dépassé par, on va dire, les événements et tu es vite débordé. Et quand tu es débordé, tu as tendance à rétrograder dans l'opérationnel
Et tu te retrouves à répondre à des centaines et des centaines de mails pour pas grand-chose. Et là, la loi de Pareto qui est 20% des tâches que tu fais vont avoir beaucoup plus d'impact que 80% du reste des tâches que tu fais, là, elle saute un petit peu, malheureusement. Donc moi, ce que j'ai moins dans ma boîte, c'est quand on est hyper surchargé et que je dois faire des choses dans lesquelles ma valeur n'est pas. Et que n'importe qui pourrait faire. Moi, ma valeur, elle est pas là-dedans. Et ma valeur, elle est sur ce que j'adore faire. La création de contenu, le marketing, la vision. C'est ça ce que j'aime profondément, tu vois. C'est monter ma boîte, c'est voir de la croissance, de la stratégie, c'est me dire qu'on fait la différence et de faire tout pour le faire. Et c'est moi être dans l'opérationnel. Alors après, en tant que fondateur, t'as des soucis que tu dois forcément gérer toi-même et que personne ne gérera d'autres. Personne d'autre va gérer plutôt. Donc, tu dois absolument t'en occuper. Mais c'est partie des sides un petit peu moins cool. Et beaucoup de personnes me disent, ah, putain, ça doit être chiant de répondre à autant d'emails, de clients, de SAV, ce genre de choses. Alors aujourd'hui, le SAV, c'est plus moi qui m'en occupe. Mais il faut savoir que comme j'ai monté beaucoup tout seul, le SAV m'en suis occupé pendant un bon bout de temps. Donc tu sais très bien comment ça marche. Et pendant et après la campagne Ulule, je passais littéralement 5-6 heures par jour à répondre à des emails, à des commentaires sur Facebook et Instagram et à des DM. Et ça, j'invite vraiment à tous les fondateurs à le faire, puisque quand tu fais ça, tu comprends toute ta boîte. Tu comprends tous tes clients, leurs peurs, leurs craintes, leurs envies. Et ça te permet de réorienter tout ton business ou pas, tu vois. Mais en faisant ça, tu comprends tout à 100%. Tout comme quand tu fais toi-même ton site, toi-même tes images sur Photoshop, que tu fais toi-même la logistique. En fait, après, quand tu recrutes un logisticien, un graphiste ou un média buyer, tu sais déjà faire un peu leur corps de métier. T'es bon partout, mais expert nulle part. Et ça te permet de bien driver ton entreprise, tu vois. Et moi, ce que j'aime, c'est fédérer mes équipes, leur transmettre mon rêve et mon ambition pour qu'on travaille tous ensemble. Ça, c'est un truc qui me passionne. Et l'équipe Boku, elle se compose comment, là, aujourd'hui? C'est combien de personnes et quel type de profil, surtout? Alors, aujourd'hui, on a une vingtaine de collaborateurs. Moi, je m'occupe encore beaucoup du côté product, parce que je suis designer et c'est ma passion. Côté, pas animation de la communauté, mais création de contenu. Donc, stratégie créative, on va dire, pour les vidéos. T'as tout le côté branding, communication, dont aussi j'adore m'occuper. Donc, si on devait séparer un petit peu l'entreprise, c'est toute une partie site web, CRO, A/B testing. Voilà, on va tester telle page vs telle page avec un bouton bleu plutôt qu'un bouton rouge, mettons, pour expliquer basiquement ce que c'est que l'A/B testing. T'as la partie aussi SEO, rédaction d'articles. T'as la partie la plus grosse de chez Boku, en tout cas, c'est donc la création de contenu. Et donc là, t'as monteur, t'as créatif stratégiste, donc qui va faire un benchmark continu sur tout ce qui se passe dans le monde de création de contenu pour choper les meilleures inspirations et essayer de les retranscrire façon Boku, les meilleurs trends. Derrière ça, t'as la partie donc exécution de la création de contenu, donc aller démarcher des personnes qui vont aller démarcher plein de créateurs de contenu et qui vont leur dire voilà, écoute, voici un brief qu'on a créé, on adorait bosser avec toi, oui, non, on avance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dirige vers un creative studio en interne chez Boku avec un plateau de tournage pour créer autant de publicité de contenu organique qu'on veut parce que ça demande beaucoup de temps sinon. Derrière ça, t'as le community management, donc les posts sur les réseaux sociaux, l'animation de la communauté qui demande pas mal de temps. On a un gros pôle SAV puisque, surtout quand tu te lances sur un marché qui n'existe quasiment pas, avec un nouveau produit, il faut que la satisfaction client soit au top. Parce que t'as pas le droit à l'erreur. Parce que t'es très très vite critiqué. Alors déjà, les gens, avant qu'ils aient le produit, ils le critiquent comme pas possible. Une fois qu'ils l'ont, c'est génial. Mais il faut que ça soit génial. Et pour ça, il faut qu'on te réponde dans la minute à ton message. Il faut qu'en 24 heures, tu aies une réponse à ton email. Et il faut que ce soit un 5 sur 5 sur Google, tu vois. Il faut être au top. Et du coup, le SAV pour nous, c'est un vrai sujet. Le customer success, c'est un vrai sujet. Et on fait tout pour que ça se passe bien. Et puis t'as le media buying et t'as d'autres pôles que j'oublie sans doute au-delà de la compta, de la finance. Ouais, ce que j'allais dire, on pense à la compta, à ceux qui sont dans le chantier des devis et des factures, mais c'est intéressant d'avoir aussi le behind the scene un peu et effectivement la stratégie que vous avez qui est quand même très très portée vers le content et c'est hyper intéressant. Le moment où peut-être la personne qui t'a le plus impacté ou le plus marqué, c'est toujours intéressant pour nous de voir un peu les inspirations ou les rencontres un peu importantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être sans vexer les autres, que tu ne seras pas, mais est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a un peu boosté ou qui à l'inverse t'a dégoûté d'un marché ou d'un truc? Est-ce qu'il y a une rencontre forte? Ouais, j'ai une rencontre forte. Il faut savoir déjà que chez Boku, donc les personnes qui travaillent avec nous depuis le début ne sont jamais parties. Donc ça, c'est assez ouf parce que l'ambiance est super et tout le monde fait du bon boulot et on bosse aujourd'hui avec les meilleurs. Moi, la rencontre qui m'a le plus impacté et qui fait de Boku aujourd'hui ce qu'il est, c'est mon associé, c'est mon co-dirigeant Gérard, et qui a mon âge, a un an de moins que moi, donc il a 24 ans. Et on a un peu le yin et le yang, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis très créatif. J'ai des idées, mais partout. J'ai beaucoup d'ambition, j'ai une vision et je pars un peu dans tous les sens. Et fort heureusement, comme je suis formé en marketing, j'ai ce côté un petit peu terre à terre qu'il faut avoir quand tu montes une boîte. Mais lui, il va apporter ce côté rentabilité,
ce côté je drive tout le monde par des KPIs, ce côté finance que moi je vais moins avoir. Et donc lui, il éteint, enfin, je lui dis écoute, j'ai telle idée, il me dit oui, c'est rentable. Moi, je fais il fait bon bah William, faut réfléchir. Et en fait, moi je le challenge sur des idées très créatives que j'ai, et lui il me challenge sur des chiffres qu'il a. Et ça crée un super équilibre parce que je pense que c'est très difficile de trouver un profil qui réunit tout en même temps à la fois. Mais en même temps, lui, la rentabilité, c'est son kiff, les chiffres, c'est son kiff. Mais derrière ça, c'est un passionné d'entrepreneuriat. Il adore aussi les beaux objets, donc il a cette vibe un petit peu créative de wannabe designer qu'on retrouve trop rarement et qui le permet d'entendre et de comprendre aussi mes arguments dans les discussions, et ce qui fait qu'on a des réunions où le brainstorming est top puisque on a le beurre et l'argent du beurre, on a le créa et le commercial, on a le RAF et on a le directeur artistique, tu vois. Et donc le mélange des deux fait que ça matche bien. Oui, donc le langage, il est commun sur les sujets. Ouais. Et c'est important aussi de pouvoir se dire, ok, c'est peut-être pas rentable, mais il faudrait qu'on l'essaye parce que ça peut peut-être répondre à un autre objectif que celui de la vente directe, mais peut-être un peu de présence à l'esprit, un peu de noto pour une prochaine activation qui arrive dans quelques mois. Exactement. Je trouve ça hyper intéressant le côté un peu binôme qui impacte beaucoup les décisions et qui, je pense, permettent aussi de bien équilibrer. Tu as parlé d'équilibre, de yin et de yang. Ça parle de ça aussi, l'équilibre d'une boîte. J'ai une question évidemment qui est au cœur de ce format, qui est la question du charbon. Il faut que tu me donnes ta définition d'aller au charbon, d'aller charbonner. J'aime bien ce mot-là, charbon. Ça me fait penser aux mines. Et pour moi, charbonner, c'est quand tu bosses des mois dans une mine, dans le noir, et personne ne te voit. Et tu ressors avec un diamant. Et en fait, charbonner, c'est ça. C'est bosser beaucoup, sans que personne le voie, pour ressortir avec un résultat incroyable ou peut-être rien ressortir du tout. Et quand tu sors de ta mine, t'as un diamant et tout le monde te dit « Ah, génial, t'as trouvé un diamant, cool, facile, trop bien. » Alors que non, ils savent pas que t'as passé des mois dans la mine. Et pour moi, c'est ça, charbonner. C'est travailler longtemps et durement sans attendre quoi que ce soit des autres et peut-être ne rien avoir. Mais c'est surtout et avant tout, tenter sa chance. Charbonner, pour moi, c'est ça. Je tente ma chance avec une question par rapport à la solitude de l'entrepreneur. Je sais que tout le monde n'arrive pas forcément à se livrer là-dessus, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais est-ce que tu le ressens? Est-ce que, souvent on me répond, mais on me répond pas forcément de manière très sincère. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou est-ce que cette solitude, elle est un peu passée et les entrepreneurs sont paradoxalement de plus en plus connectés? J'ai vu que tu avais intégré un club aussi. Donc est-ce que cette solitude d'entrepreneur, elle est toujours réelle? Est-ce qu'elle l'est un peu moins? Est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu la vis? Est-ce que ça évolue? Comment tu te positionnes? Je pense que à peu près tous les entrepreneurs ressentent un certain type de solitude. Alors la solitude, elle n'est pas forcément sociale, elle est par rapport aux enjeux que tu rencontres, que tu ne peux traiter que toi-même personnellement. Des problèmes que tu peux avoir dans ta boîte desquels dont tu ne peux pas parler à plein d'autres personnes. Moi, la solitude, je l'ai beaucoup vécu pendant le Covid aussi, malgré moi. Et donc quand tu bosses 9 mois tout seul chez toi, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées par rapport à la solitude sociale, naturellement. Moi, typiquement, pour en parler un petit peu, pour rester aussi bien focus dans ma solitude, puisque quand t'es seul, t'as qu'une envie, c'est de voir d'autres personnes et de discuter. Pour bosser, j'avais carrément un chronomètre que je mettais toute la journée pour savoir à la fin de journée exactement combien d'heures j'avais bossé pour savoir si j'étais efficace. Ça permet de pallier un petit peu à la déconcentration que tu peux avoir quand t'es seul chez toi quand tu bosses. Et pour continuer à parler de solitude, quand tu montes une boîte et que tu as 22 ans, 21 ans, que tu viens de finir tes études, moi j'ai fait que 3 ans d'études après le bac, tu vois, et que tes potes, ils pensent qu'à une chose, c'est continuer leurs études, boire des coups et faire la fête, il y a un certain décalage qui se crée. Ce décalage, quand tu es en soirée, quand tu vis des moments sociaux, il est moins présent. Par contre, dès que tu veux creuser un peu un sujet sur l'entrepreneuriat ou parler de tes rêves et tes passions qui sont monter une boîte, monter beaucoup, là, il y a un vrai décalage qui se crée. Et c'est très difficile d'entamer le dialogue et d'avoir des réponses cohérentes quand tu parles à tes amis. Alors, le problème quand tu sors d'études, c'est que tu as surtout des amis et très peu de connexions de relations professionnelles. Et donc là, il faut s'en créer. Et tu me parlais du club, tu vois. Donc moi, je suis effectivement dans un club qui s'appelle le Digital Native Club. Et je m'y suis inscrit grâce à Jean de Casmi, que je salue. Et en fait, c'est génial puisque c'est un club dans lequel il y a quasi exclusivement que des fondateurs, que des CEO. Et pour la plupart, très très jeunes. Et j'ai mis un pied dedans, je me suis dit, waouh, en fait, il y a plein de gens comme moi, il y a plein de gens passionnés, et on peut parler entre nous sans avoir le sentiment de pas du tout se comprendre. Et ce qui est très très cool quand tu participes à ce genre d'événements qui prennent place une fois par mois avec le DNC, c'est qu'en fait, c'est une véritable safe place pour échanger sur tes problèmes personnels dus à ton profil entrepreneurial. Et c'est un bon moyen de partager tes erreurs et tes réussites. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, ce club, je pense qu'il m'a fait gagner des années et surtout des dizaines de milliers d'euros.
il m'a évité de perdre plutôt des dizaines de milliers d'euros. Parce que on échange les bons plans, on partage nos erreurs, on apprend des autres et les autres apprennent de toi-même. Et donc, c'est le seul endroit où tu peux échanger librement parce que avec tes potes, tu vas pas forcément parler chiffres, tu vas pas parler de tes erreurs. Après, ça va même aussi une question sur le côté, pour être un peu plus critique, hein, il faut toujours essayer, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de consanguinité, de se dire, bah voilà, on se rend compte entrepreneur, je fais exprès de parler de ce mot-là, mais entre entrepreneurs, voilà, les mêmes profils, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de pas réussir à se projeter ou d'être trop dans une certaine vision? Tu vois, le LinkedIn Game, aujourd'hui, il est, je sais pas qu'il est infernal, mais il est quand même très, très précis et incarné par certaines personnes, tu vois. Et voilà, c'est 10-15 personnes qu'on retrouve souvent qui, au début, nous plaisaient, qui maintenant peuvent un peu aussi... oui, on a compris. Est-ce que c'est la vraie vie? Non. Est-ce que c'est, tu vois, il y a un côté, est-ce que c'est pas risqué, au-delà des opportunités qu'on a très bien perçues? Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être parfois un risque de se dire, oui, on va parler de levée, on va parler de trucs, mais est-ce qu'on se prend pas aussi de se déconnecter de certaines choses, de prendre de la hauteur pour rien? Je sais pas. Non, mais c'est une très bonne question que tu poses. Pour moi, alors c'est pas le cas de tous les clubs, mais ce club-là, il est volontairement aussi à contre-courant sur ce LinkedIn Game. Il n'est pas dur à dire celui-là, hein, LinkedIn Game. J'ai un peu du mal. LinkedIn Game, j'ai un petit peu du mal, tu vois. Pour moi, justement, c'est se retrouver humainement entre entrepreneurs qui nous permet de s'écarter de, on va dire, toute cette vibe-là. Et tu te rends très vite compte qu'humainement, quand tu prends 10 entrepreneurs passionnés dans des secteurs différents, la discussion est extrêmement stimulante. En fait, aucun sujet ne ressemble à un autre. Et t'es pas du tout dans cette boucle infernale où t'entames et tu parles des mêmes sujets. Puisque plus tu fréquentes ces gens-là, plus tu rentres dans des sujets personnels et intimes. Et ça, c'est là où tu crées du vrai lien et de la vraie relation humaine. Et pour moi, il y a pas trop cette question de consanguinité, puisqu'en fait, tu te fais très vite pote avec tout le monde. Et tu verras que dans ces événements-là, personne n'est sur son téléphone. Tout le monde partage. Parce que pour nous, c'est une véritable bouffée d'air, en fait. On est à l'aise, on est bien, et surtout, on est tous passionnés. Donc les sujets sont drivés, mais les conversations sont folles et elles partent dans tous les sens parce qu'on se met aucune limite, parce qu'on sait que personne ne jugera, parce qu'on est tous aussi dingos les uns que les autres dans nos têtes, tu vois, par rapport à l'entrepreneuriat. Donc choisir son club, au-delà d'appartenir à un club, c'est surtout choisir le bon et faire une bonne des rencontres utiles aussi, parce qu'il y a des clubs aussi, on le sait, hein, il y a des clubs dans lesquels tu vas, c'est Sharkland, tu vois, il y a des mecs qui te parlent, s'ils voient que t'as aucun intérêt, on peut pas leur reprocher non plus, tu vois, on peut pas leur reprocher d'être là que par intérêt, s'ils font du business, et en même temps, ça peut perdre aussi le côté humain et l'essence même d'un club. Quand tu vois, des fois, tu parles moi j'en ai fait, hein, je parle avec des mecs, ils me demandent ce que je fais, etc., ils racontent ce qu'ils font, ils voient qu'il y a pas d'homme crochu, moi je fais du média et de la prod, eux, ils font de la data et de la finance. Tu vois, et ils le savent, et moi je leur en veux pas, je le vois, c'est pas grave, moi, ça me va très bien, si on parle pas 1 heure pour rien, tant mieux. Mais peut-être, effectivement, choisir son club, continuer à engager son réseau, tu l'as dit, on sort d'école souvent avec des amis ou des potes, mais pas forcément des partenaires de business, entretenir ça, c'est important. Beaucoup dans 6 mois, et beaucoup dans 6 ans, vous êtes où? Beaucoup dans 6 mois... il faut savoir que nous, on travaille sur de nouveaux produits. Donc, le Boku dans 6 mois est pas tout à fait différent, pas tellement différent du Boku d'aujourd'hui, si ce n'est qu'on monte en gamme, qu'on est encore plus grand, qu'on a une satisfaction client qui est encore plus élevée. Donc, le Boku dans 6 mois, c'est le Boku d'aujourd'hui avec plus de budget, encore plus de structure, encore plus de moyens, quoi. Donc, il n'y a pas tellement de différence. 6 mois, c'est un peu trop serré. Par contre, le Boku dans 6 ans, c'est le leader des toilettes japonaises en Europe. C'est la référence sexy, désirable et de haute qualité dans le domaine des sanitaires. Question. B2C ou B2B à terme? À terme, les deux. Parce que là, tu me parles de leader. Est-ce qu'il y a les hôtels, les restos, il n'y a pas un sujet aussi? Ah bah, il y a un énorme sujet. C'est surtout le sujet qu'on a en tête. Donc nous, Boku à la base, on fait que du B2C. On est une boîte DTC, donc on vend exclusivement en ligne. C'est plus le cas depuis. On vend en pharmacie et on commence à vendre aussi en B2B. Et on est contacté comme pas possible par des grands groupes d'hôtels, des hôtels, des Airbnb, Gîtes de France. Derrière ça, il y a des hôpitaux, des EHPAD, résidences seniors qui sont extrêmement intéressés par nos produits, qu'on commence déjà à équiper. Donc ça va très très vite. Sans parler des distributeurs. Leroy Merlin, Darty, Boulanger, Castorama, Monsieur Bricolage, c'est pas les magasins spécialisés qui manquent. Et in fine, comme il faut savoir que Boku a pour but de vendre des vraies toilettes japonaises haut de gamme, hautement technologiques. C'est ça le but de Boku. C'est on pénètre le marché avec un produit hyper accessible, abordable et beaucoup d'humour pour éduquer toute une population
et monter en gamme. Et on sait que d'ici 2-3 ans, pas la peine d'attendre 6 ans, 70% du business de Bocuse, ce sera du B2B. Parce qu'on a une telle traction aujourd'hui, on a du mal à y répondre du côté de B2B, que en fait, on se fait driver par le marché. Du coup, on sait ce que le marché veut et on va dans sa direction, on va dans son sens. Est-ce que tu as un autre produit qui va, quand tu me dis premium, etc., est-ce que tu as un autre produit qui va arriver en développement? Est-ce qu'il y a un next step en termes de besoins? Ouais. Alors, en termes de besoins, ouais. Ce qui est assez ouf, c'est la différence psychologique que tu as quand tu vois notre produit avant de l'acheter, avant de l'essayer, et la vision que tu en as une fois que tu l'as acheté et que tu l'as essayé. En fait, une fois que tu as notre produit, une fois que tu as du Bocuse chez toi et que tu l'utilises, tu ne peux plus t'en passer. C'est pas compliqué, il n'y a pas de retour en arrière. C'est impossible. Tu touches à un tel niveau d'hygiène que tu peux pas revenir en arrière. Et donc, nous, notre but, c'est de placer des produits accessibles chez les gens. Et ils adorent ça. Et après, là, ils nous font confiance. Et là, ils sont prêts à monter en gamme. Et donc là, typiquement, d'ici même pas une quinzaine de jours, donc mi-novembre, on sort un produit plus haut de gamme qui est un abattant japonais tout entier, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le bidet Boku, donc c'est un produit qu'on place entre l'abattant et la cuvette et qu'on relie directement à l'arrivée d'eau, qui fonctionne sans électricité. L'abattant fonctionne toujours sans électricité, mais là, c'est un abattant tout entier. C'est les deux parties. Voilà. Là, t'as plus de bras de contrôle, t'as un bouton intégré, t'as des filtres à eau qui sont intégrés, donc filtres anti-calcaire, anti-chlore, anti-métaux lourds. Donc ça te permet d'avoir une eau bien plus pure, bien plus propre pour un bon fonctionnement de ton produit et une bien meilleure hygiène intime, puisque même l'eau potable, par hygiène en l'occurrence, n'est pas aussi clean que ce que l'on peut penser. Et donc ça, c'est un beau step-up, puisqu'il y a pas mal de clients qui disent « Ok, bah j'adore le principe, et ce qu'il y a mieux ?» On a une vraie demande. On a plus de 70% de nos clients existants qui veulent un produit plus haut de gamme. Ça, c'est incroyable. Quand t'es drivé, tu vois, moi, je pensais que Bocuse serait pas une entreprise où on fait beaucoup de repeat, mais là, les gens réclament, demandent, ok, je suis convaincu, donnez-moi plus. Je vous adore, en fait, je ne veux que ça. Et derrière ça, on a déjà toujours plus. Mais ouais, non, mais c'est ça ce qui se passe. Mais c'est important d'avoir ces retours aussi, parce que au-delà de te projeter, de faire un produit pour te faire kiffer, dire par principe on monte en gamme, il y a surtout un vrai retour client. Ah oui. C'est encore plus excitant et plus sexy quand tu dis le produit premium que je vais sortir, il est pas juste premium pour faire plus de cash. Il est premium parce qu'il est demandé. Ah ouais. Non, mais c'est dingue. Mais tu peux pas. Quand une boîte sort un produit sans avoir fait l'étude de marché, sans avoir de retour, sans savoir si c'est de la traction ou pas, c'est hors du temps. C'est là où on perd des millions, c'est là où on va droit dans le mur. Donc, surtout que nous, moi, je suis bootstrap, donc j'ai pas le droit à l'erreur. C'est clair. S'il y a plus de sous, il y a plus de sous. Donc, on fait hyper attention. Et donc, pour continuer à monter en gamme, là, on est déjà sur le développement, on a déjà des prototypes de vraies toilettes japonaises haut de gamme. Donc là, c'est des toilettes japonaises électroniques. Donc là, t'as un bras de contrôle, c'est un autre level. Mais à terme, c'est ce qu'on veut proposer. Et on a déjà des demandes, surtout en B2B, de ce côté-là pour ce genre de produit. Donc c'est assez dingue. C'est des contrats de fou, là. Bah ouais, et les gens se projettent énormément parce que c'est une industrie qui est très porteuse, qui est extrêmement difficile à aborder et à pénétrer. Le marché des toilettes japonaises, c'est très très délicat. Techniquement, c'est très délicat aussi, et c'est là où je suis bien content d'être designer parce que à aborder, c'est vraiment pas évident. Et donc d'ici, je pense que d'ici un an, on verra des grosses toilettes japonaises sur le site de Bocuse et ailleurs, quoi. Ok, écoute, j'ai hâte d'aller en déplacement et de passer aux toilettes dans un hôtel et de voir une signature Bocuse sur un des toilettes. J'allais dire malheureusement on arrive à la fin, mais non, on arrive à la fin. C'est très cool d'avoir pu discuter avec toi. Merci déjà William d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avec plaisir. Je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui. On a pu rentrer un peu dans le détail sur l'aventure Bocuse qui, je pense, parle à ceux qui nous écoutent et qui sont passionnés comme nous par l'entrepreneuriat. Donc, allez regarder, allez suivre ça. Évidemment, allez leur donner de la force parce que vous avez compris que la strat, elle tourne autour du contenu. Donc, un like, c'est gratuit, comme on aime bien dire ça. Pour l'abonnement sur Charbon aussi, on vous attend là-dessus. Merci à toi, William. Merci à tous de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Charbon. Merci.